Deezer c'était 16 millions d'utilisateurs si je dis pas de bêtises. Bah oui, il y a une fonctionnalité musique qui target 16 millions d'utilisateurs. Fonctionnalité musique, potentiellement tout le monde l'a déjà. Spotify l'a déjà, et donc elle ne permet pas de différencier. Donc il y a d'autres critères que l'impact pur en termes d'utilisateurs impactés. Et la fonctionnalité podcast qui a 2% d'usage pour l'instant, ou 5% d'usage pour l'instant, bah, elle a quelques centaines de milliers d'utilisateurs en impact. Donc dans un RISE, en fait, ça arriverait assez bas. Mais finalement, il y a un choix. Et donc d'où l'alignement, d'où le fait d'avoir du buy-in, enfin d'avoir obtenu la priorisation de cette verticale comme élément stratégique de la stratégie produit au global de la part du top management. Bah, il y a un arbitrage à faire sur est-ce que je me positionne à développer quelque chose de nouveau pour me différencier ou est-ce que je consolide l'usage, l'activité actuelle. Et donc nous on avait un événement qui s'appelait le quarter planning où on planifiait en fait les 3 mois à venir et c'est pendant ce moment-là où avec le CPO et avec le VP product et le VP design et puis les head of product aussi, donc ma manager, c'est à ce moment-là qu'on prend ce genre de décision. Et sans buy-in du top management, c'est impossible. C'est plus compliqué. Alors, après, sur les podcasts, ce qui était intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à engager et à passionner en fait les personnes en interne pour 2 raisons. La première, c'est nouveau, donc plutôt excitant. La deuxième, c'est que si tu es utilisateur podcast assez tôt à ce moment-là, bah, en fait, tu as absolument envie d'avancer sur les podcasts, quoi. Et donc, on avait des développeurs, par exemple, des développeurs du coup j'ai un souvenir hyper nostalgique là du coup, qui développaient sur leur temps perso des fonctionnalités additionnelles qu'on mettait dans le lab Deezer. Donc il y a un lab Deezer qui permet en fait à n'importe qui en interne qui permettait de développer sa fonctionnalité et de le mettre à disposition de l'utilisateur pour tester ou parce que c'est un projet perso, etc. Et on avait des personnes qui développaient ça sur leur week-end, sur le week-end parce qu'ils étaient ultra passionnés et qu'ils avaient envie de développer cet usage, quoi. Donc c'est ça qu'on a réussi aussi à créer, c'est à emmener une équipe avant une équipe qui était sur lesquels on avait les objectifs communs et puis une passion commune aussi sur le fait de voir ce format émerger et se structurer, quoi. Ok. Et du coup, peut-être une dernière question avant de passer peut-être à la partie scaling, mais concrètement, du coup, c'était quoi qui était vraiment identifié comme valeur ajoutée potentielle de la partie podcast? C'était parce que tu dis, bon, finalement, ça concernait assez peu d'utilisateurs par rapport à la partie musique, donc c'est pas forcément de l'acquisition, mais enfin, c'est quoi c'est justement, je vais peut-être revenir sur ce point-là avant de passer à la suite, effectivement. Qui va nous donner du contexte, c'est quoi un petit peu la recette de ce qu'on a fait en fait finalement pour justement adresser nos utilisateurs avec une première proposition. C'est un peu ça ta question. Ouais, ok. Nous, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a été très 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 rapidement développer les markets standards. Les markets standards, c'est tout est must-have, tous les must-have. Donc ça, c'est typiquement pouvoir chercher, lire un podcast. Hyper simple. Et là-dessus, on ne s'est pas posé de questions. On a été très très vite, on a développé. Donc, pour moi, la recette, c'est les markets standards. Tu ne peux pas vraiment te positionner sinon si tu n'as pas le minimum. Ensuite, moi, mon conseil, et ce qu'on a fait, c'est d'avoir 1 ou 2 différenciateurs. Et donc, quand même, d'investir sur 1 ou 2 différenciateurs pour vraiment aussi. Parce que les markets, seulement les standards, c'est pas suffisant finalement dans un contexte comme ça qui est compétitif. Et donc, nous, c'était vraiment. On s'était rendu compte dans les différentes research que c'était la partie découvrir des podcasts qui correspondait aussi à notre force en tant que Deezer. On avait mis un grand nombre d'équipes d'édition pour qui c'était la spécialité et c'était un peu dans l'ADN de Deezer. Et donc le fait de couvrir l'ingestion de la majorité des podcasts du marché, on a mis une petite boucle. On s'était rendu compte que les podcasts étaient surtout découverts par bouche à oreille. Donc cette boucle, elle est assez vertueuse parce que tu partages. Donc tu écoutes un podcast chez Deezer, tu le partages à tes potes et donc du coup ils viennent l'écouter aussi chez Deezer. Ça, c'était une boucle en fait qui permet en fait de faire grandir ton business. Ça s'appelle Growth Loops. Et le dernier point, c'est vraiment d'utiliser des composants existants au maximum. Et donc en fait, pour éviter de réinventer la roue et aller vite, on a essayé d'utiliser au maximum de composants existants. Mais le risque, le point d'attention qui est hyper important là-dessus, c'est de ne pas prendre pour acquis que tout ce qu'on fait pour la musique, il faut le décliner sur le podcast. Il faut quand même se poser la question pour le product manager de qu'est-ce qui va être différent. Et là, en l'occurrence, autant sur la musique, on avait tendance à recommander de la musique plutôt sous un mode lean back, c'est-à-dire en fait, tu écoutes de la musique et on te met la prochaine musique directement dans les oreilles. Autant sur le podcast, il y a une action de choix qui est importante. Ça, c'est une différence importante à respecter parce que on ne va pas t'enchaîner les podcasts forcément dans les oreilles. Tu ne vas pas l'approcher de la même manière. Au même titre que tu ne vas pas écouter un film
on va pas te mettre au hasard un film Oui. devant les yeux. Ouais. Tu as quand même un peu encore envie de faire le choix toi-même. Ouais, ok. Voilà, c'est Ok. comme ça qu'on l'a abordé. Et puis ensuite, il faut prioriser. Et nous, on a priorisé l'adoption. Donc Ok. là, une partie ultra amont sur l'awareness, donc comment est-ce que nos utilisateurs en fait vont avoir connaissance que nous on propose ça. Et puis l'activation. Comment est-ce qu'on va essayer de les activer à avoir une première fois un usage podcast réussi. Ok. 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 Mais voilà, on aurait pu prioriser plein d'autres choses en fonction du contexte et en fonction de. Mais quand même se focuser sur la priorité qui vous semble le plus important, c'est quelque chose que je recommande. Ok. Ok. Et ensuite, step by step, quoi. Cycle 1, on va essayer d'améliorer l'acquisition de nouveaux utilisateurs, donc le fait que de nouveaux utilisateurs essayent le format, et puis peut-être sur le prochain cycle, essayer de développer le fait qu'on ait une deuxième écoute, donc le fait de revenir, etc. Ouais, ok. Et donc là, effectivement, vous avez fini la phase de discovery, vous êtes bien au clair sur les KPI que vous souhaitez adresser. Donc avant le scaling, du coup, vous lancez un peu les podcasts, vous faites un peu d'A/B test, je suppose. Enfin voilà, comment ça se passe un petit peu cette phase de pré-scaling entre guillemets, cette phase de lancement? Alors on lance dans nos marchés principaux, parce que c'est là aussi où on peut le plus facilement itérer, on a plus de volume. Et c'est souvent le marché. Moi, mon conseil, ce serait c'est aussi mon conseil. C'était quoi les marchés principaux du coup? Donc France, Allemagne, Ok. Brésil principalement. Et on avait aussi le MENA et le LATAM comme priorité pour le scale. Je vais y revenir, mais on avait aussi toute la région de LATAM et MENA qui était priorité pour le scale. Ok, d'accord. Il y a quelques autres pays, je me souviens plus très bien. Ok. Mais donc Mais ça se passe- les principaux, ça a toujours été Ouais. France, Brésil, Allemagne. Et donc ça se passe bien cette phase de lancement, t'es content On a atteint. Oui, on commence en fait on commence à industrialiser de plus en plus on commence à industrialiser de plus en plus et donc on commence à voir aussi l'usage qui augmente. Et donc on commence à voir que, ça commence à prendre. Et nos concurrents aussi. Et chez nos concurrents aussi. Et il y a un moment donné où Spotify annonce des investissements énormes sur les podcasts. Je ne sais plus combien de millions. Et puis on commence aussi à voir que qu'on est suivi, voire même doublé, parce qu'en fait, ils ont des équipes, qui sont 100 fois plus nombreuses. Mais ce qui est aussi un inconvénient pour eux, ce qui était aussi un inconvénient pour eux, c'est qu'effectivement, ils sont peut-être plus nombreux, mais c'est aussi plus dur plus dur pour eux d'avancer. Nous, comment on lance d'abord sur iOS, pour des raisons de priorisation également. Quand on faisait ces quarter planning là, en fait, on gérait les dépendances et puis on optimisait aussi quelque part, d'une manière ou d'une autre, on optimisait en fait quelque part tout ce qu'on pouvait adresser comme sujet en fonction des différentes technos et en fonction des différentes dispos aussi des équipes techniques. Donc on lance d'abord iOS, ce qui nous permet en fait de tester, de refiner un petit peu pour lancer Android un peu plus tard. Voilà. Et on lance du coup notre interface qui s'appelle Chose à l'époque. On lance notre interface qui s'appelle Chose à l'époque dans nos différents marchés. Voilà, sur iOS puis sur Android, avec donc un espace pour découvrir des podcasts, ensuite la possibilité de rechercher et d'écouter. Ça on l'avait lancé un peu plus tôt, mais voilà. Et puis la grande nouveauté c'est l'espace. Et pourquoi en fait on a choisi de faire ça, c'est que du coup ça répondait à la force qu'on avait définie précédemment, le fait de pouvoir découvrir des podcasts, de nos forces et de notre différenciateur. Et ça servait aussi le besoin, le awareness, le fait de comprendre que Deezer proposait des podcasts, puisqu'en fait on avait un menu directement dans l'application où en fait qui était au même niveau que la musique. Et donc forcément quand il y a un menu comme ça aussi présent dans une application, les utilisateurs ils ont tendance à cliquer pour aller voir ce que c'est. Donc ça servait un peu à un double objectif. Et ça en fait quand on essaye de faire plus avec moins, c'est intéressant parce que du coup on essaie de trouver ce qui va permettre de répondre aux plus d'objectifs en même temps avec le moins d'efforts possible. Donc ça c'était partie de notre quotidien un petit peu. Canon, ultra intéressant. Ce que je te propose c'est peut-être qu'on passe à la partie 2 puisque il y a toute la partie scaling qui est ultra intéressante puisque la partie podcast vous l'avez poussée dans quasi 180 pays.
Et je fais juste peut-être une parenthèse, comme vous le savez, on a à la fin du Twitch un petit format qui est celui du Club Sandwich. Donc c'est les questions du club. Donc je prendrai 3-4 questions des Twitchers. Donc n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes que je poserai à Serge en toute fin de Twitch. On passe au scaling. Tu nous racontes un peu ce que tu as fait sur le scaling? Ouais, allez. Ça marche. Bah alors, là, je crois que les maîtres mots de cette partie, c'est un peu plus avec moins, more with less, et spécificité locale, pardon. Donc là, en fait, on a, je vais peut-être parler de ça en premier. In fine, on a ouvert dans 180 pays. On a atteint à peu près presque 2 millions de MAU, donc Monthly Active Users, c'est à peu près 15% de pénétration. J'ai ça arrondit sur les deux années à peu près sur lesquelles on a vraiment investi sur les podcasts. Et ce, avec une équipe assez petite, mais quand même une volonté dans l'organisation d'avancer, donc une contribution de la majorité des équipes. Et le contexte pour ce scale, c'est un peu la course à l'adoption, en fait, finalement, entre nous et nos concurrents. Et donc là, le premier point, c'est la priorisation des marchés. Là, c'est Spotify, les gros concurrents qui accélèrent. Ouais, pas encore à ce point. En fait, on a quand même atteint à un moment donné avec notre expérience, enfin, en gros, ce qu'on a développé, donc l'expérience qu'on a développée autour des podcasts était une des meilleures expériences du marché, que ce soit en fait sur la découverte de contenu, notamment sur la recommandation de contenu. On a vraiment été les premiers en fait à proposer un moteur de recommandation sur les podcasts. Donc c'était un vrai différenciateur reconnu par nos utilisateurs. Et aussi sur le coverage dans nos marchés principaux. C'est-à-dire qu'on avait des contrats, on avait des exclusivités, on produisait aussi, on a eu un podcast qui a été produit avec Joystar qui s'appelle Gang Stories, qui a énormément bien marché, les utilisateurs Spotify ils venaient l'écouter sur Deezer. Donc on a été en fait précurseur et voire même leader sur le format, sachant que en fait dans l'historique Deezer avait déjà eu une première tentative quand même sur les podcasts pas mal d'années plus tôt, et vraiment encore plus early stage. Et finalement, ça n'avait pas forcément pris. Et puis là, c'était un peu une deuxième tentative quand même. Enfin, pas vraiment une deuxième tentative, mais peut-être un effort supplémentaire d'y retourner. Bon, c'est une parenthèse, je ne vais pas revenir dessus. Mais, Et juste sur la partie contenu, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu produis un podcast, tu mets sur toutes les plateformes. À l'époque, tu pouvais être un peu plus différent. On avait de la mise en avant. On avait des équipes d'édito qui travaillaient aussi beaucoup. J'allais dire jour et nuit, pour justement donc de la mise en avant éditoriale, ça c'est pas forcément personnalisé, et puis de la mise en avant personnalisée, c'est-à-dire une fois que l'utilisateur a commencé à avoir de l'usage, comprendre cet usage et puis lui proposer quelque chose qui pourrait lui plaire. Donc un assemblage des deux, ça a toujours été un peu la formule magique de Deezer. Et puis ensuite une amélioration de ça c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure pour vraiment développer cette partie un peu adoption. Amélioration de cet espace, puis on a commencé à avoir proposé des espaces différents en fonction du type d'utilisateur, je dirais, donc du persona, en tout cas de la façon dont l'utilisateur était plus ou moins engagé avec le podcast. Et on va commencer à proposer des pages plus ou moins spécialisées, spécifiques, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un podcast et ce que ça pourrait leur apporter. Ensuite, des personnes qui ont commencé à écouter des podcasts, mais qui n'ont pas forcément un engagement très fort, et puis ceux qui sont vraiment power users et hardcore users qui binge watch des podcasts, enfin binge listen du coup des podcasts quoi. On a commencé à adresser tous les types tous nos types d'utilisateurs. Et du coup vous aviez aussi des stratégies locales, j'imagine. Alors voilà, je suis pas revenu vraiment sur la spécificité locale en tant que telle, mais du coup effectivement je peux peut-être revenir dessus. Donc on a priorisé les différents marchés. Et on a essayé aussi d'être aligné, enfin c'est important de rester aligné avec la stratégie d'expansion globale. Ça c'est vraiment mon conseil si on veut essayer de justement scaler une feature ou un produit dans différents marchés. Par exemple, il y avait une initiative de Deezer qui est de se développer au LATAM et au MENA. Et le podcast était un super axe pour supporter cette stratégie-là. Et donc ça nous a permis de se rattacher à cette stratégie plus globale. De toute façon, s'aligner avec la stratégie globale, c'est primordial.
Et donc nous, on a une approche plutôt globale-locale. Donc un produit qu'on veut rester global, donc une équipe qui est globale, qui n'est pas locale, mais avec des spécificités locales. Et donc du coup, nos features, elles rentraient toujours un petit peu, on avait toujours ce questionnement de... parce qu'on a commencé à avoir pas mal de besoins qui ont commencé à émerger, plus ou moins spécifiques. Et le questionnement, je pense que pour une feature spécifique, c'est un peu ce trade-off entre coût, parce qu'en fait la spécificité a un coût en termes de maintenance, en termes de dette technique, versus gain. Et donc en fonction de la taille du marché, en fonction de la priorisation du problème, est-ce que ce problème est plus ou moins important, criticité de ce problème, c'est ce qui nous a permis en fait de prioriser ou pas une évolution spécifique versus une évolution globale. Tout en gardant quand même en tête le fait que il faut conserver un différenciateur dans un contexte compétitif comme c'était le nôtre. Nous, on avait toujours envie de garder un différenciateur. Donc nos lignes directrices globales qui étaient du coup la découverte de contenu et le fait d'avoir un catalogue élargi, ça c'était quand même nos grandes lignes. Et potentiellement un différenciateur, pour un besoin spécifique, le fait d'être un différenciateur, ça pouvait peser aussi dans la balance de priorisation. C'est ça que je veux dire. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est un gros sujet pour beaucoup de product managers parce que quand on construit une solution, notamment une solution SaaS, on essaye de construire une solution généraliste et on a toujours des clients qui viennent avec des besoins spécifiques, que ce soit effectivement pour un certain pays ou pour un certain type de segment de clientèle, de segment d'utilisateur. Donc je trouve que c'est toujours compliqué de se dire est-ce que je reste 100% généraliste et du coup c'est plutôt aux utilisateurs d'avoir certaines contraintes ou effectivement je vais dans du spécifique mais potentiellement si je vais trop dans du spécifique parfois ça peut nuire à l'expérience utilisateur globale de l'ensemble des utilisateurs. Et ça c'est vrai que c'est pas évident je trouve. Exactement. Mais parfois aussi, parfois ça a pu quand même nous arriver qu'un besoin qui est spécifique pour une région ou un regroupement de pays, on prenne la décision de l'ouvrir globalement, donc de ne pas générer en fait cette dette technique spécifique, et que finalement parce qu'il présente de la valeur aussi pour d'autres marchés, même si c'est un peu moins important par exemple en France par rapport au LATAM. Ça a pu nous arriver en fait de globaliser une réponse à un besoin local parce que ça avait du sens de le faire. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, mais finalement en fait, je pense qu'il y a toujours un petit peu la direction sur laquelle on veut aller. Est-ce que ce besoin il nous emmène dans la bonne direction, nous emmène notre produit dans la bonne direction? Il y a le trade-off coût versus impact de la spécificité. Et puis, on adresse quand même des besoins de... je pense que nos utilisateurs, ils sont quand même tous différents. Ouais. Surtout, il y a des différences culturelles énormes entre les régions. Et c'est hyper important, en fait, de quand même s'adapter, surtout si on a vocation à se battre contre des acteurs locaux. Par exemple, c'est vrai que, par exemple, les différences culturelles entre les différents marchés sur lesquels on s'est positionné sont clés. Un exemple qui pourrait expliquer un peu ce que je suis en train d'expliquer. Pendant le Ramadan, on avait en fait, il était coutume d'écouter des podcasts religieux et uniquement des podcasts religieux. Et donc, si on n'avait pas adapté en fait notre page de découverte à cette période spécifiquement, on aurait proposé plein de thématiques différentes et ça aurait été complètement hors sujet par rapport à la période. Donc là, tu pousses pas. Quand il y a un concurrent qui s'appelait Angami, qui s'appelle toujours Angami, qui est lui hyper local et qui commence à se mettre aussi sur le podcast, oui, il faut adapter sa proposition de valeur. Tu pousses pas c'est primordial et obligatoire. Et exactement. Donc voilà, c'est des points de compréhension et c'est ça qui est hyper intéressant en tant que product manager parce que je trouve ça passionnant. C'est de comprendre les différences. Et donc comment est-ce qu'on s'est organisé? On avait donc parce que c'est aussi mon troisième point pour justement scaler. C'est au niveau des opérations, donc en interne, et donc avoir des équipes locales et des équipes globales. Donc le produit pour nous c'était global. Pourquoi pas avoir des product managers locaux? Et puis donc des équipes locales pour nous c'était plus la partie contenu, la partie go-to-market, et puis potentiellement la gestion de contenu, donc une partie partnership quelque part. Je vais prendre un exemple pour la France, ce sera plus parlant, mais en France, plus de 50% des podcasts écoutés, en tout cas à l'époque, c'était des podcasts de Radio France. C'est fou. Et en fait, ne pas avoir un partenariat avec Radio France et donc ne pas avoir ces podcasts, en fait, c'est quasiment impossible de se positionner sur cette verticale-là sans avoir 50% des contenus. Et encore mieux si on peut avoir une exclusivité. Parce que là, du coup, ça veut dire que c'est nos concurrents qui n'ont pas 50% des contenus. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, passionnant.
Je vois que le temps file un peu. Peut-être qu'on peut passer à la dernière partie si ça te va. Ouais, Je pense qu'il ok. est tout aussi intéressante sur le pivot. Peut-être tu peux nous redonner un petit peu quelques éléments de contexte sur pourquoi vous avez à un moment décidé d'opérer un pivot, qu'est-ce qui s'est passé alors que effectivement ça fonctionnait bien, on avait 180 pays, tu disais 2 millions de MAU. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a décidé à opérer un pivot? Alors en fait, on était un petit peu au sommet de l'adoption. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un peu retombé. C'est un peu retombé. Le pivot, c'est à partir de quand C'est vers 2020, fin Ouais, 2020, 2020. 2021. Ouais, d'accord, ok. C'est 2021. Ok, ouais, ouais. C'est un peu retombé aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs points. Nous, en tant que Deezer, on n'avait pas forcément la possibilité en fait, de se concentrer. Enfin, on avait besoin de se concentrer et de se focus. Et donc, ça intervient en fait dans le cadre de changement. En fait, on a notre nouveau CEO qui rejoint Deezer. Et du coup, l'organisation décide de se reconcentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, la musique, et différemment, donc beaucoup plus largement sur la musique. Donc, intégration verticale, intégration horizontale. Une intégration sur l'audio versus intégration sur la musique. Et donc, c'est un premier choix. Mais je crois que le deuxième point, c'est aussi le constat que il n'y aura pas vraiment aucun modèle de monétisation. Personne n'a trouvé en fait un modèle de monétisation capable en fait de justifier les investissements. Et on le voit aujourd'hui avec Spotify. Spotify et Apple, ils ont lancé à cette période-là en fait un modèle de monétisation qui était de permettre aux créateurs de co-monétiser ces podcasts avec la plateforme et donc de permettre en fait de faire des podcasts payants. Ils ont eu 5 utilisateurs. Enfin, j'exagère peut-être un tout petit peu, Peut-être 6. mais ça n'a jamais été une source de revenus, ou en tout cas ça n'a jamais été un modèle qui a réussi en fait à être implanté. Je pense que tous ces acteurs-là se posent aussi la question, et se sont posés aussi la question. Personne n'a vraiment réussi à démontrer des bénéfices. La pub, non? Ça fonctionnait pas très bien. Pas pour la plateforme, Ouais. parce que la pub était souvent in podcast, et donc on a géré les flux en fait, on a géré les flux avec les pubs déjà impliquées, et donc du coup ça voulait aussi pour poser aussi des problématiques, hein, parce que par exemple un utilisateur payant chez Deezer à qui on a fait la promesse de ne pas avoir de pub, il avait un podcast avec de la pub, mais c'était les podcasteurs qui monétisaient de cette manière-là. Donc personne n'a vraiment réussi finalement à trouver un modèle qui pouvait être générateur de revenus. Et nous, Deezer a choisi aussi au même moment donc de se reconcentrer et d'aller sur la musique, et donc on est dans ce contexte-là. Okay. Donc tu vois, c'est pas en fait une bonne ou une mauvaise décision, c'est plus une décision d'alignement stratégique avec la mission de l'entreprise qui a changé en fait. Ouais. Donc pour moi, avec du recul, oui, la décision est bonne parce qu'il faut toujours s'aligner avec toujours s'aligner avec la mission de son entreprise, qui aurait pu être différente et qui est différente en fonction des acteurs. Spotify, sa mission, c'est vraiment l'audio. Se positionner sur l'audio. Deezer est parti sur plein d'autres axes autour de la musique qui existent aujourd'hui et sur lesquels j'ai travaillé plus tard, et sur lesquels les équipes continuent de travailler, et qui sont des potentiels de génération de revenus peut-être plus intéressants que celui-là. Et en tant que Deezer, on était obligé de focus en fait nos efforts. On n'avait pas les effectifs d'Apple, de Spotify, etc. Et comment on communique sur ce type de décision? Tu disais, il y a des personnes qui travaillaient les week-ends, jour et nuit, donc très investies sur le sujet des podcasts. C'est la douche froide, non? Oui et non. Mais il y a une gestion la gestion de la démotivation, c'est quelque chose de clé en fait, et en tant que product leader sur la verticale, c'est je pense comment est-ce qu'on fait sur communication, ou beaucoup de one-to-one avec les personnes qui se sont investies pendant 2 ans en fait à tout défoncer sur une verticale hyper intéressante. Donc vraiment les 5 whys qu'on essaie de poser à ces utilisateurs, c'est pareil en management. Essayer de comprendre, essayer de communiquer, essayer d'écouter, essayer d'expliquer. Et donc ne pas rater en fait de possibilité d'expliquer de manière très très claire le move qu'on est en train de faire. Okay. Nous on l'a peut-être aussi un petit peu, ça fait partie des learnings, c'est un peu ce qu'on a fait, mais ça fait aussi partie des learnings.
On a peut-être eu un peu une période de transition sur laquelle en fait on a tardé à exécuter cette décision. Hmm. Donc on a laissé l'espace dans l'application et je crois que c'est clé en fait de prendre une décision radicale, radicale pour maintenir le focus et surtout par rapport à la dette technique parce que évidemment c'est pas parce qu'on décide de se focaliser nos efforts techniques, produits et techniques sur autre chose qu'on n'a pas plein de bugs qui remontent, qu'on n'a pas des utilisateurs qui sont frustrés parce que ça fonctionne pas, qu'on n'a pas de choses à faire en fait pour maintenir la fonctionnalité. Et donc en fait être dans une période un peu hybride où on n'a pas vraiment pris la décision de retirer la feature et puis on commence à travailler sur autre chose, on se retrouve en fait un peu à jongler entre quand même ne pas impacter l'image de notre produit, parce que quand c'est un produit qui adresse beaucoup de monde, donc on ne peut pas avoir une fonctionnalité dégradée non plus, et se concentrer sur des nouvelles verticales sur lesquelles il faut être à fond aussi, parce que c'est exactement la même histoire, mais de répliquer à une autre verticale. Quoi. Donc ça, c'est clé, et je pense avoir son top management aussi qui reclarifie la stratégie, c'est important aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi. Quoi. Ok. Peut-être une dernière question et puis après on passe au club sandwich. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Si tu devais retenir peut-être une chose, un enseignement que tu pourrais partager aux Twitchers, c'est quoi? Qu'est-ce que je retiens? Moi, je retiens une aventure excitante, mais c'était pas un conseil que je pourrais partager. Peut-être un point dont j'ai pas parlé, notamment sur le pivot. Ce qu'on n'a peut-être pas assez fait, c'est expliquer à nos utilisateurs. En fait, on n'a pas forcément le réflexe de se dire je pivote, j'explique à mes utilisateurs que je pivote. On est très centré sur nous, quoi. On n'est pas suffisamment centré quand sur on change de mission ou de vision, on n'a pas forcément. Enfin, il y a tout un système de campagne en fait, évidemment, pour aller évangéliser dessus, mais peut-être qu'on aurait pu adresser. Enfin, voilà, mettre une petite pop-in dans l'app à ceux qui écoutent des podcasts pour leur dire bon bah voilà, tu vas toujours pouvoir les utiliser parce que c'est toujours le cas, hein, mais on va pas forcément amener des nouvelles fonctionnalités pour toi utilisateur ultra engagé sur ce format-là. Et donc utilisateur en fait au global, parce qu'en fait partout sur tout type de challenge produit, que ce soit un challenge de scale, de lancement, de pivot, n'importe, bah en fait cette empathie de mettre l'utilisateur au centre. Puis cette empathie de mettre les équipes au centre aussi, pour assurer ces transitions-là, c'est clé. Quoi. Donc ce serait ça. Ok. Écoute, merci beaucoup Serge. Je vais prendre les questions du club sandwich, les questions du club de Twitcher. Et puis après, merci beaucoup Marie-Solène. Et puis après, si jamais on est aussi preneur de vos feedbacks, vos avis sur l'édition du Twitch produit, on est dans une démarche d'amélioration continue. Bien évidemment. Trop bien. Alors, première question des Twitchers concernant le pivot. Les équipes produits dédiées au podcast ont-elles bien réagi au global? Que sont-elles devenues? Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes produits, il n'y a pas énormément d'équipes produits en fait chez Deezer. Donc en fait, j'étais déjà head of product quand on a pris cette décision. Et donc en fait les équipes, on a réorganisé, moi j'ai réorganisé mon équipe et donc on travaille sur d'autres verticales, d'autres objectifs sur la partie musique. Et donc en fait ce qu'on a notamment fait, c'est qu'on a travaillé, on a lancé toute une partie blind test que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce que c'est super, nos utilisateurs ont adoré et c'est super fun. On a travaillé sur le live stream, donc on a essayé de live streamer, on a essayé en fait de supporter des live streams en fait de concerts. On a commencé à proposer aussi des concerts à nos utilisateurs. On a continué à développer l'expérience autour de la musique. Donc en fait les équipes elles ont continué à travailler sur tout ça. Oui, travailler sur d'autres sujets. Ouais, exactement. Ok, ça marche. Ouais. Autre question, donc combien de temps a duré la phase de discovery? Faisiez-vous de la discovery continue et comment la priorisez-vous au vu de la compétition? Alors on priorisait la discovery. Non, comment est-ce qu'on a priorisé ensuite nos choix, les choix de ce qu'on a découvert, les problèmes qu'on a découverts et les. Ouais, ok. Comment tu priorisais, je pense, les éléments que tu découvrais de ta discovery, notamment
par rapport à un contexte ultra mouvant avec beaucoup de compétition, effectivement, Spotify, ils sortent une nouvelle fonctionnalité, ok, tu vois. Il y a plein d'axes dans cette question, il y a plusieurs axes. En fait, la discovery, oui, en continu. Pour moi, en tant que leader sur cette verticale, en plus de d'autres choses, et donc du coup, en tant que PM, ça implique de prioriser son temps. Et puis ensuite, pour la majorité des personnes qui se sont engagées avec nous dans cette aventure, et donc du coup, en fait, chacun interviewait des utilisateurs, regardait des compétiteurs. On avait plein de flux qui remontaient sur Slack avec les feedbacks sur les stores. On avait des filtres pour podcast, les feedbacks sur Twitter. On avait plein de trucs qui remontaient en fait. Et donc tout le monde en fait faisait ça en fonction, en fonction du temps, donc de la bande passante qu'il avait à accorder sur le sujet. Moi, j'essayais de joindre les deux bouts. De faire tout remonter et puis de faire éclore aussi, du coup ça nous aidait pour nos idéations parce que ça nous permettait d'avoir des choses qui remontaient de tous les côtés. Et comme je disais, il y a des études qu'on a priorisées de manière spécifique. Donc les équipes de market research, de user research travaillaient spécifiquement sur des explorations hyper amont avec nous sur des périodes données. Et puis des moments où on avait un peu plus des équipes data aussi, et des moments où on avait un petit peu moins de dispo, où il fallait il fallait essayer soit faire des raccourcis, soit aller chercher l'information soi-même, aller interviewer des utilisateurs dans la rue. Tu mets ton tablette Deezer et puis à Saint-Lazare. Tu l'as fait ça? Ouais. Ouais, c'est trop cool. Oui, parce que c'est plus simple en fait. C'est ça qui était génial, moi. C'est ça qui était génial en fait chez Deezer. Tout le monde a envie de t'aider parce qu'en fait, tout le monde adore ces thématiques. J'ai plus de mal dans d'autres expériences que j'ai eues, mais chez Deezer, tout le monde a envie de t'aider. Donc quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue, en fait, il a envie de te répondre. C'est trop cool. Attention au biais quand même. Ouais. Et du coup, pour l'autre partie de la réponse, est-ce que tu peux juste me rappeler Alors, combien de temps a duré la phase de discovery? Faisiez-vous de la discovery C'était continue? C'était continu. On était tout le temps en train d'améliorer notre compréhension. Et la compréhension et la discovery, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire de la compétition, les usages spécifiques. Et puis ça voulait aussi dire la chaîne de. Enfin, il y avait aussi un gros focus business. La chaîne de valeur dans son ensemble, où est-ce qu'on se positionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont les risques. Ça fait partie pour moi de la discovery en fait. C'est du pur business, mais ça fait partie de la discovery. C'est hyper important de penser à tout ça en tant que PM. Et parce que ça va permettre de choisir sur quoi je me focus, à explorer après en détail. C'est un arbre en fait. J'ai mon business, j'ai un problème dans les chiffres à cet endroit-là, et puis ensuite je peux savoir exactement sur quoi je peux focus mes efforts de discovery. Et donc, prioriser mes efforts de discovery. Je ne suis pas dans un flou où je vais un peu partout et finalement peut-être un peu nulle part. Je priorise mes efforts de discovery basés sur le business et l'impact. C'est ça mon conseil. Ok. Et dernière question de Lucie, justement orientée impact. Donc, comment as-tu prouvé la viabilité business? Exemple, est-ce qu'un speech a suffi, des projections financières, et est-ce que tu as eu des difficultés dans cet effort de conviction? Oui, le principal effort c'était d'être au clair sur ce que ça allait nous apporter les podcasts. C'était backupé par énormément d'insights, c'était backupé par énormément de data. On l'a fait vraiment au fur et à mesure aussi. Parce que la question c'est autour de comment est-ce que on a la viabilité, effectivement, comment est-ce qu'on a évangélisé? Tu entends parler, je pense à un moment, tu as fait pas mal d'évangélisation en interne. Je pense qu'on n'a jamais réussi à prouver que le podcast sera générateur de revenus. Il ne l'est pas aujourd'hui, je pense, pour personne. Mais revenus haute valeur ajoutée qui était... Mais par contre, positionner les podcasts, donc ce qu'on a fait pour aller chercher des parts d'écoute, donc en fait d'attention, c'est le marché de l'attention, hein, donc on se battait en fait pas que contre les players de streaming, on se battait contre Netflix, on se battait contre le fait que tu joues, on se battait contre le fait que tu joues avec ta fille par exemple. On se battait quand même, on n'aurait jamais dit à nos utilisateurs de prioriser ça, non pas du tout, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en fait le marché de l'attention en fait, c'est pas le marché du streaming. Et ensuite on avait le taux de croissance de l'usage. Et donc c'est pour ça que je disais capitaliser en fait sur les premiers résultats. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, c'est ça qui nous a permis de comprendre en fait qu'on était dans la bonne direction. Stéphane Delbecq qui nous écoute, je crois, pour ses conseils.
pour tous ses conseils et pour son expérience qui est à San Francisco, à Paris, hyper inspirante, et son parcours. Bon, si tu nous écoutes, Stéphane, on se voit pour un prochain Douche produit alors. Une ressource produit à nous recommander, un épisode de podcast, justement, un livre, un canevas. Il y a plein d'épisodes de podcast, mais c'est pas ce en quoi j'ai pensé. Vous recommandez. Tu ne recommandes pas un podcast? Je vous recommande plein de podcasts. J'espère. Sur Deezer. Il y a une plateforme qui s'appelle Reforge. C'est une plateforme qui a été créée par en fait, le VP Growth de HubSpot. Je ne sais pas si tu connais. C'est top. Elle propose des cours gratuits et payants. Les cours les plus avancés sont payants. Il y a énormément de ressources très actionnables, des stratégies, tout autour de l'engagement, du product growth. Et en fait, c'est des mécaniques en tant que product manager qui sont beaucoup plus liées en fait, à la création de valeur pour son produit, en quoi je crois énormément, qui m'ont énormément apporté et que je vous recommande. Ouais, et là, ils ont sorti beaucoup de contenu autour de l'AI. Et énormément de contenu autour de l'AI, mais en fait, c'est aussi les mécaniques, c'est des contenus en fait, qui sont créés par tous les meilleurs product leaders, tous les product leaders des meilleures compagnies. Donc, il y a des product leaders de Meta, d'Amazon, de tous les produits que vous connaissez de Slack. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est que on comprend en fait que le product management, finalement, c'est pas la question et on en parlait hier, du coup, parce qu'on en parlait hier avec Fabrice, c'est pas la question de la fonctionnalité, mais c'est la question de l'engagement que je vais créer, c'est la question du business que je vais apporter, de la valeur que je vais créer en fait, pour l'entreprise. Et je pense que c'est ça le chiffre vraiment le plus, en termes de mindset, un chiffre qui est clé, quoi. Pas du mot. Canon. Le concept produit qui t'a le plus aidé dans ta carrière? C'est celui-là. C'est pas ouf. Moi, j'aurais dit en anglais. Je peux le dire en anglais ou... Allez, vas-y. It's not about the feature, it's about mechanics that enable growth. C'est pas à propos des features, c'est à propos de toutes les mécaniques que tu mets en place pour que ton produit grandisse, quoi. C'est un peu le point. Si l'objectif c'est de grandir. Plus globalement, un truc qui a changé ta vie de product? Les data, l'insight. Moi j'ai fait du dev, ensuite j'ai fait de la gestion de projet, et puis ensuite il y a eu tout ce mouvement un peu agile, et puis ensuite tout ce moment un peu produit. Et c'est vrai que je me rappelle d'une période où on faisait des specs de 20 pages pour des clients, de tout ce qu'on allait faire, et parce que tout ce qu'on allait faire, c'est parce que le client nous l'avait demandé. Puis on était le fournisseur, on n'avait pas vraiment. On essayait un petit peu effectivement de conseiller, de convaincre, d'avoir des éléments factuels pour le faire, mais data and insight, c'est juste. C'est clair. Et pour terminer, si ta vie était un proverbe, quel serait-il? J'ai oublié de lire ma fiche parce que je l'ai préparée évidemment, parce que j'ai mis du temps à le trouver, c'est hyper dur. Tout est possible à celui qui croit. Je trouve que ça définissait bien un peu le mindset et tout, en plus l'histoire et tout ça. Ouais, canon. Franchement, passionnant. Mais je l'ai préparé, je vais pas vous dire que j'ai comme ça sur le coup. Non, mais je pense que ça a été ultra intéressant. Merci beaucoup. Sachant qu'en plus, de ce que je comprends, c'est que tu dors pas non plus très bien en ce moment avec ta fille, mais tu arrives quand même à voir la pêche. C'est bon. Ça va un peu mieux, dernièrement, mais écoute. Donc franchement, dans 20 ans, si tu écoutes le replay. Voilà. Écoute, on arrive au bout de ce Douche produit. Est-ce que pour terminer, je sais pas, il y a un instant promo que tu voudrais faire, une info à nous communiquer Avec plaisir. Allez. Je me lance en tant que freelance, en tant que product leader, en tant que product manager sur vos problématiques opérationnelles, stratégiques, discovery, stratégie, delivery. Donc n'hésitez pas à me contacter pour parler produits, tout simplement. Déjà, n'hésitez pas à me contacter. Toujours avec plaisir de parler produits, c'est passionnant. Et on te contacte où sur LinkedIn? Sur LinkedIn. Ok. Voilà, si vous voulez développer l'engagement de vos produits, de booster vos revenus, n'hésitez pas. Voilà, contactez Serge. Et puis pour terminer, je vais aussi faire mon instant promo. On a sorti un très beau livre blanc qui s'appelle Product XL pour accompagner les grands groupes à faire du product management et notamment à réintégrer la discovery au centre de leur process. Et on a une édition spéciale la semaine prochaine, édition spéciale du Douche produit centrée sur Product XL, où on aura un format un peu différent puisque là ça sera un type de format Ask Me Anything, donc on prendra uniquement vos questions. Donc
voilà, un autre format du Twitch. Et c'est peut-être la première fois et peut-être la seule fois du Twitch produit où je ne serai pas animateur, mais participant. Donc voilà, ça va être un peu bizarre pour moi, je pense. Exercice un peu schizophrénique. Mais Tu poses pas les questions à toi-même. je sais pas comment je vais faire. J'ai encore une semaine pour me poser sur le sujet. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Un grand merci Serge. C'était Merci à vraiment tous, canon. merci pour l'invitation. Ouais. Non, merci à tous pour vos questions également. Merci et on se dit voilà, à très bientôt. Les Twitchers, bye. Ciao.